On est parti. Alors, c'est un TD un peu tournant puisque on change carrément de domaine. On a fait beaucoup de maths jusqu'à présent et là, on va s'orienter vers, ce que j'appelle le Cambouis, c'est-à-dire, la méthode des éléments finis. Maintenant, la façon dont on vous le présente, en GM, c'est une façon assez quand même théorique, assez mathématique. Mais si vous avez bien compris toutes les parties précédentes, ça peut devenir extrêmement intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est, surtout en plus si vous n'avez pas eu le cours en direct, c'est vous faire en fait un espèce de gros résumé de ce qu'on a vu précédemment. Donc je vais commencer par ça. N'hésitez pas, hein, Monsieur, comme d'habitude, à poser des questions, comme le monsieur là, vas-y, je t'écoute. je voulais juste demander parce on demande ce que c'est que le mot de passe sur notre conversation de classe pour Ah, pouvoir. c'est 6317. D'accord, merci. Oui, pour les gens effectivement qui ne cliquent pas sur le lien, c'est 6317. C'est mon numéro de téléphone à l'INSA. Donc, du coup, je vais vous faire un résumé et comme d'habitude, ce que je disais, si ça va trop vite, vous cliquez sur le petit bouton avec les deux flèches sur la gauche pour dire qu'il faut que je ralentisse. Si ça va pas assez vite, vous cliquez sur le bouton bleu avec les flèches sur la droite. Et bien sûr, vous m'interpellez en direct si vous avez besoin de poser des questions. Aucun problème là-dessus. Alors, on va faire un petit résumé des épisodes précédents, comme je l'ai dit, hein, parce que je pense que c'est important qu'on comprenne bien dans quoi les éléments finis vont s'inscrire. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire en MMEF? Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris quel était le fil conducteur. En MMEF, en fait, on cherche à résoudre ce qu'on appelle en fait des problèmes aux limites. Des problèmes aux limites, ça s'appelle comme ça, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces problèmes aux limites? Ben, ça, vous le savez depuis très longtemps. C'est des équations différentielles, mais pas toutes seules comme ça, en fait. C'est des équations différentielles sur un domaine, qu'on appelle en général oméga, avec des conditions limites sur son bord. Et son bord, en fait, en général, on l'appelle des ronds oméga. Alors, ces conditions limites, elles peuvent être de type Dirichlet, c'est-à-dire qu'on va plutôt imposer des champs de la variable. Donc, si c'est un déplacement, bah, ça va plutôt être le déplacement. De type Neumann. Donc là, en fait, on va imposer des choses sur la dérivée de cette variable. Ou alors des conditions type de Fourier-Robin. Voilà, les Fourier-Robin, en fait, ça, c'est un mixage entre la variable et sa dérivée. Et ça, tout ça, c'est des conditions limites qui sont imposées sur la frontière, en fait. Donc, du coup, on vous a parlé de formulation forte. Et la formulation forte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un opérateur différentiel qu'on appelle grand A d'une fonction qu'on recherche, a u de x, qui est égale à 0 pour x éléments de oméga. Voilà, ça c'est une équation grand A, avec des conditions aux limites sur des ronds oméga. Et par exemple, en fait, le grand A, alors vous n'avez pas fait la partie opérateur, hein, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer en fait à quoi elle aurait servi si vous l'avez faite, si vous l'aviez faite. Normalement, on ne vous a pas demandé de la regarder. Par exemple, grand A de U, ça peut être quelque chose, par exemple, égal à 0, ça peut être Laplacien de U égal à 0. À ce moment-là, l'opérateur, c'est Laplacien. Vous en avez un célèbre, en fait, c'est celui qu'on utilise en mécanique des solides, l'opérateur. En fait, c'est un opérateur qui dit divergence du gradient de U plus F égale 0. Ça, c'est effectivement l'opérateur qu'on va utiliser en mécanique des solides. Donc, A, en fait, c'est ce qu'on appelle un opérateur différentiel. Donc, toutes les formes fortes peuvent se mettre sous cette forme-là. Voilà. Donc, ici, vous avez donc tout ça, ça se fait sur un domaine donc oméga.
qui est là, et la frontière de ce domaine, c'est d rond oméga. OK, donc une fois qu'on a dit ça, eh bien, le problème est simple. U de x, c'est une fonction inconnue. Et tout le but, en fait, de MMEF, c'est de vous dire que cette fonction de x, bah, il faut qu'elle appartienne à un espace vectoriel. Tant qu'à faire, V, c'est un espace de Hilbert, muni d'un produit scalaire. Voilà, donc on vous a montré tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que toute la partie que vous avez faite, par exemple, pour obtenir l'équation qui est ici, c'est-à-dire obtenir l'opérateur différentiel, eh bien, en réalité, vous avez eu besoin de faire de l'algèbre tensorielle pour pouvoir l'obtenir. C'est le cas, par exemple, en mécanique des solides. Donc, en fait, en mécanique des solides, vous voyez, vous avez la divergence du gradient de U. Donc, U est un tenseur d'ordre 1, le gradient est un tenseur d'ordre 2, la divergence d'un tenseur d'ordre 2, c'est un tenseur d'ordre 1. Tout ça, c'est des tenseurs. Donc, vous avez fait de l'algèbre tensorielle et on vous a fait aussi de l'analyse tensorielle. Donc, l'analyse tensorielle, c'était tout ce qui était donc justement calcul de Laplacien, de divergence, de gradient. En plus, dans des espaces qui ne sont pas forcément des espaces sympathiques, c'est-à-dire qui peuvent être munis par exemple de repères qui ne sont pas orthonormés, et d'où tout ce qui était espace avec des composantes convariantes, contravariantes, etc. Donc tout ça, c'était dans le but de formuler la formulation forte, de l'écrire en fait. Alors il y a une façon de résoudre en fait les problèmes en formulation forte. Eh bien ça en fait, donc on peut résoudre directement les formulations fortes. Vous savez le faire d'ailleurs, parce qu'en maths, jusqu'à présent, on vous a surtout appris à faire ça, en fait, c'est-à-dire résoudre des équations différentielles ou des systèmes d'équations différentielles ou des opérateurs, ça on vous a appris à le faire. La partie opérateur que vous n'avez pas vue, eh bien, sert à résoudre, la partie opérateur, hein, elle sert à résoudre en fait justement la formulation forte. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus puisque vous ne l'avez pas vu, mais il faut savoir que ça sert à ça. C'est pour ça qu'en fait, ça fait aussi partie de votre cours MMEF, parce que dans certains cas, ce n'est pas utile de passer par une formulation faible, par exemple, et on peut directement résoudre le problème avec la formulation forte. Voilà, donc ça, c'était simplement pour un petit mot sur la formulation forte, et donc, eh bien, pourquoi est-ce qu'on fait des opérateurs. Ensuite, très rapidement, une fois qu'on a fait tout ça, on est passé sur la formulation faible. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'est la formulation faible, quels sont ses avantages, parce que tout ça, je pense que vous l'avez déjà bien compris. Mais maintenant, cette formulation faible, alors il y a des gens qui l'appellent la formulation variationnelle. Hein, c'est au cas où si vous entendez, si vous voyez écrit ce mot, voilà, ne soyez pas trop surpris. Alors, en fait, cette formulation faible, elle peut en fait revenir à partir de la formulation forte. Hein. Eh bien, elle peut revenir à trouver une forme bilinéaire. J'insiste sur le terme, une forme bilinéaire. Voilà, qu'on va nommer A. Donc, pour dire qu'elle est bilinéaire, on met un petit point, virgule, un petit point. Hein. Alors, elle va être continue. Alors, c'est vous qui allez le démontrer en général. Et surtout, elle va être coercive. Donc là, c'est pareil, hein, je ne vais pas vous redémontrer tout ça. Vous l'avez vu, on a fait des exercices dessus. Et ça, c'est très important parce que si elle est continue et coercive, eh bien, on va pouvoir utiliser un théorème assez célèbre qui s'appelle l'Ax-Milgram. Et donc, ce théorème célèbre, il est vraiment à la base de la méthode élément fini parce qu'il est à la base des formulations faibles. Eh bien, l'Ax-Milgram nous dit qu'on a forcément existence et unicité de la solution qu'on cherche. Donc ça, c'est vraiment très très important.
Alors, du coup, eh bien, la formulation forte qui est résoudre tout simplement l'opérateur A de UX égale à 0 pour X éléments du domaine, plus des conditions limites, eh bien, ça revient à ce qu'on vous met à chaque fois. Trouver U, une fonction, alors je vais arrêter de mettre U de X parce que c'est un petit peu long à écrire, élément d'un espace vectoriel K, tel que A de UV égale L de V, quel que soit V, ça c'est très important, élément de V0. Alors, K, c'est un espace vectoriel qui est inclus dans V. C'est c'est un espace vectoriel en fait qui inclut toutes les conditions. Il y a un T inclus, hein, je crois. Je suis très mauvais en orthographe, ne vous inquiétez pas. Qui inclut donc les conditions de Dirichlet. Donc ça, c'est important. Et on a V0 qui est en réalité donc, un espace qui donc, est inclus dans K, qui est lui-même inclus dans V. Et celui-là, c'est un espace vectoriel qui inclut ce qu'on appelle les conditions de Dirichlet homogènes. Conditions de Dirichlet, mais cette fois-ci homogènes. C'est-à-dire qu'il faut que sur le bord de cet espace, eh bien, on ait V de x égale 0, donc pour x appartenant à des ronds oméga. Donc ça, en fait, tout ça, là, c'est ce qu'on appelle la formulation faible, correspondant au problème de formulation forte qui était écrit juste là. Alors, juste une petite remarque, parce que souvent on l'oublie, en fait, bien sûr, il reste les conditions aux limites de Neumann et de Fourier-Robin. Donc, ces conditions limites, en fait, vous allez les retrouver, en fait, elles sont cachées, hein, elles sont dans A et ou dans L. Voilà. Donc, ça, c'est important de se souvenir de ça. Les conditions limites de Dirichlet sont dans l'espace vectoriel dans lequel on va choisir, en fait, nos solutions, alors que les conditions limites de Neumann et de Fourier-Robin sont, en fait, incluses dans la formulation A et ou dans la formulation du second membre, c'est-à-dire LV. L. Ensuite, cette formulation faible, on peut chercher des approximations de la solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de chercher la solution exacte, mais on peut chercher des approximations. Alors, pour pouvoir faire cette recherche d'approximation, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait la plupart du temps, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans l'exemple où je traite la poutre pesante. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube, mais donc ce lien est aussi en mécanique des solides et en MMEF. Eh bien, vous voyez que je me suis mis dans différents sous-espaces vectoriels. Donc, pour résoudre un problème avec la formulation faible, on va se placer dans des espaces en fait d'approximation qu'on va appeler VH. Alors bien sûr, ils sont inclus dans V, hein, et ça permet en fait une approximation de la solution. De la solution U de x par une autre fonction qu'on va en général appeler, surtout dans la partie élément fini, UH de x. Donc, ce n'est pas vraiment la fonction, mais c'est une fonction dans un sous-espace vectoriel. Et on va se contenter de ça, bien souvent, parce que sinon, trouver la vraie solution reviendrait tout simplement à ne pas trouver de solution, tellement ça serait complexe. Alors, la formulation faible, en fait,
sur ces espaces d'approximation, en fait, hein, parce que c'est des sous-espaces, donc ils n'ont pas en fait toute la capacité pour donner la vraie fonction U. Eh bien, cette formulation faible, elle va s'écrire comme ça. Trouver UH, élément cette fois-ci de KH, donc c'est le sous-espace vectoriel de K, tel que A de UH, VH est égal à L de VH, quel que soit VH, élément de V0H, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel qui est compris par V0. Donc, vu de loin comme ça, on a l'impression que c'est pareil, mais non, en fait, il y a une grosse différence, c'est que là, on a des solutions approchées. C'est pour ça qu'on parle effectivement d'approximation. Alors, on vous a montré que, donc ça, je ne vous refais pas les démos, hein, mais on peut montrer des choses très très intéressantes sur ces sous-espaces. On peut montrer par exemple que A de U moins UH, la solution approchée, VH, eh bien, en fait, est égal à 0, quel que soit V élément de V0 de H. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que UH, en fait, c'est la meilleure approximation possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en trouver d'autres. C'est-à-dire que dans ce sous-espace vectoriel, c'est la meilleure approximation possible de U. Donc ça, c'est très très important parce qu'on ne peut pas trouver mieux. Et si, en plus de ça, vous avez A, la forme bilinéaire qui est symétrique, alors là, c'est encore mieux. Parce que là, ça veut dire que dans ce cas-là, A, eh bien, c'est un produit scalaire de VH. Et donc, si A, c'est un produit scalaire de VH, alors, eh bien, ça veut dire que UH, c'est la solution approximée ou approchée hein, de U au sens des moindres carrés. Voilà. Bon, j'espère que là, je suis en train de strictement rien vous apprendre. Hein, c'est le but. Hein. Derrière, ça par contre c'est un petit peu plus récent, on vous a montré aussi ce qu'on appelle le lemme de CA. Et le lemme de CA, il nous dit que la norme de UH moins U, donc ça c'est la norme de l'espace vectoriel considéré, hein, est toujours inférieure ou égale à C sur alpha, qui sont deux réels positifs, de la valeur inférieure de oméga H moins U, encore sur la norme de l'espace, quel que soit oméga H de V de H. Alors, il paraît un peu abscon, ce lemme de CA, mais en fait, il est très très important parce qu'en fait, ça indique, si vous regardez bien, que l'erreur, ça c'est l'erreur en fait, ça indique que l'erreur commise, quand on fait cette approximation, eh bien, elle est finie. Elle est bornée. Donc ça veut dire qu'on ne va pas, par exemple, avoir à un moment donné une erreur qui va croître vers l'infini. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant pour dire ben, voilà pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce type de technique pour résoudre nos problèmes. Alors, dans l'exemple que j'ai montré à certains, enfin que vous avez peut-être certains regardé sur YouTube, donc de la poutre pesante, eh bien c'est exactement ce qu'on avait fait. Dans la poutre pesante, donc je vous renvoie à la vidéo de la poutre pesante, hein, c'est une poutre qui est simplement accrochée au plafond sous son poids propre, et on va regarder en fait le champ de déplacement de cette poutre, et on va essayer de calculer le champ de déplacement. Et donc, eh bien, dans le premier exemple, en fait, j'ai utilisé un premier sous-espace VH
qui était engendrée, parce qu'on a fait bien sûr en MMEF, par la famille libre, orthogonale d'ailleurs, la famille libre orthogonale, qu'on appelle la famille des polynômes. Donc, et je me suis limité à 1, x et x carré. Donc voilà. Donc après, vous pouvez augmenter le nombre de degrés, le nombre de polynômes qui vous servent de base. Ça va simplement vous coûter plus cher en temps de calcul ou en temps d'équation. Mais moi, je me suis arrêté là. Donc ça veut dire que ma solution approchée, si elle faisait partie de cet espace, elle était de ce style-là, U de H égale U0 plus U1x plus U2x carré. Alors là, on a commencé, en voyant ça, à introduire quelque chose de très important, parce que ces choses-là, là, ça, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle les inconnus de notre problème. C'est plus U l'inconnu, ce sont les composantes de UH projetées sur la base de la famille libre qu'on est en train d'utiliser. Donc en fait, les U0, U1, U2, ce sont des inconnus. Et les inconnus, en fait, en termes éléments finis, ça s'appelle des degrés de liberté. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On était dans ce sous-espace-là. Bon, le premier sous-espace qu'on a utilisé, c'était celui-là. Et pour montrer qu'on pouvait utiliser n'importe quel autre sous-espace, eh bien, dans la même vidéo, vous avez un deuxième sous-espace que j'ai utilisé, que vous connaissez très très bien aussi. Donc, pareil, je l'ai appelé VH, engendré par la famille libre orthogonale. Mais alors, cette fois-ci, c'était la base de Fourier. Et donc, je suis en fait parti sur une base de Fourier du style npi moins pi sur 2, facteur de x sur L, et tout ça pour n égale à 1 et à 2. Donc là, je me suis contenté en fait de simplement, donc pareil, 3 degrés de liberté, puisque mon UH, en fait, de x, bah, il pouvait s'écrire U0 plus U1 sinus, alors si vous faites le calcul pour n égale 1, vous allez trouver sinus de pi x sur 2L, plus U2 sinus de 3pi sur 2 x sur L. Encore une fois, voilà, ça, ce sont ce que je cherche, c'est-à-dire ce sont mes inconnus, et ces inconnus, eh bien, c'est aussi en fait ce qu'on appelle les degrés de liberté. Donc, vous voyez que suivant le sous-espace que vous allez utiliser, eh bien, ces valeurs-là n'ont pas du tout la même signification, mais en tout cas, on les appelle toujours de la même façon, c'est soit des degrés de liberté, soit des inconnus. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? N'hésitez pas, hein, je vous laisse quelques minutes de réflexion pour voir si ce que je vous ai raconté ne vous choque pas trop, en fait. Bon, visiblement, ça ne vous choque pas. Est-ce que je vais à la bonne vitesse? Répondez-moi par oui ou par non, histoire de voir si tout va bien pour vous. Alors pour ceux qui ne savent pas où est le petit oui-non, en fait, il faut ouvrir la fenêtre participant. Et là, vous allez voir le petit oui-non, soit une petite coche verte, soit une petite croix sur fond rouge. Bon, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller plutôt bien pour tout le monde. Alors, toutes ces approximations que j'ai faites là avant, ce sont ce qu'on appelle des fonctions continues. C'est des fonctions continues. Donc, c'était donc les approximations précédentes là. Les approximations précédentes se font en fait sur la base Monsieur, de fonctions continues. Oui, je ne vois pas trop ce que vous entendez par degré de liberté. qu'est-ce que j'entends par degré de liberté? Bah, dans le sens où si on regarde la poutre, elle a aucun degré de liberté possible. Et du coup, Comment ça, là, aucun degré de liberté possible? Alors, attends, ok, petite parenthèse sur la poutre, donc elle est comme ça. Hop là, bien sûr qu'elle a des degrés de liberté, puisqu'elle est soumise à son poids propre, et entre autres, du coup, elle va s'allonger.
C'est-à-dire qu'un point qui était là, ça va passer là. Et là, entre les deux, tu as U de x. Donc là, ça ne me dit pas combien il y a de degrés de liberté. En fait, ce qui me dit combien il y a de degrés de liberté, c'est le sous-espace vectoriel que je vais utiliser. Ça va? D'accord. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas le problème qui indique le nombre de degrés de liberté, hein. C'est le sous-espace. Voilà. Et donc, ici, bah, mon sous-espace, à chaque fois, j'en ai choisi 2, mais qui me permettaient d'avoir que 3 degrés de liberté. Alors, en plus, sur les 3 degrés de liberté, bah, j'en avais un qui était toujours nul, c'était U0, tout simplement parce que VH0, donc, qui comprend la solution de Dirichlet homogène, parce qu'en réalité, ici, si vous regardez bien, mon U de 0 est égal à 0, donc j'ai un Dirichlet ici, hein, sur l'encastrement. Et ben donc ça faisait que I0 est égal en fait à 0, donc on ne peut pas appeler ça un degré de liberté puisque c'est une chose qui est imposée. Et donc en fait un degré de liberté, ben, c'est les deux inconnus qui me restent à chaque fois. Degré de liberté ou inconnu, c'est exactement la même chose, hein. Ça veut dire la même chose. Est-ce que ça D'accord. répond à ta question? Oui, oui, très bien. Merci. Ok, alors, donc là je vous ai dit, les approximations précédentes se sont faites sur la base de fonctions continues. Mais ce n'est pas une obligation. On peut très bien utiliser des bases de fonctions non continues. Donc des bases de fonctions, par exemple, qu'on va dire qui sont... Alors, elles peuvent être continues simplement par morceaux. Voilà, ça c'est une possibilité. Et en plus, elles peuvent être discrètes. C'est-à-dire qu'elles ne seront définies que sur un intervalle donné. Voilà, donc on peut très bien utiliser des bases comme ça. Alors, à ce moment-là, si on fait ça, eh bien, la formulation faible qu'on a vue précédemment, hein, la formulation faible devient ce qu'on appelle une formulation faible discrétisée. Et qu'est-ce que c'est qu'une formulation faible discrétisée? C'est la formulation dite élément fini. Voilà. Donc les éléments finis, c'est ça. C'est une formulation faible sur un espace discret. Alors, vous allez me dire, bon, ok, c'est sympa, mais enfin, en quoi ça peut nous être utile de savoir ça? Et alors, pourquoi ça vous est utile? Bah parce que si on n'avait pas eu cette formulation faible, bon, déjà, on n'aurait rien pu faire du tout, hein. Et si on n'avait pas une formulation faible discrète, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Eh bien, on va plutôt regarder, je vais faire l'inverse en fait. Je vais vous dire ce que cette approche-là de formulation faible discrète, en fait, qu'est-ce qu'elle permet. Alors déjà, premièrement, un point qui est super important, eh bien, U de x, la fonction qu'on cherche à approcher, eh bien, elle peut être très complexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fonction très complexe? C'est un petit peu bizarre comme terme, hein. Je vais vous faire un dessin, c'est peut-être plus simple en fait. Donc, vous avez par exemple U de x, et ici vous avez x. Ok, vous êtes en train de chercher votre solution sur votre domaine. C'est un dé, hein, tous les exemples que je vais vous donner sont un dé. Et puis, je vais vous dessiner par exemple les solutions qu'on a cherchées avec les exemples précédents. C'était des solutions qui faisaient des trucs gentils comme ça. Là, vous voyez, entre autres, c'était des polynômes de degré 2 et, voilà, et 1. Donc, c'était vraiment des solutions très, très gentilles. Donc ça, ce sont les exemples précédents. Ça. C'est-à-dire la base de Fourier, c'est-à-dire la base polynomiale, etc. Bon, je ne vous les ramène pas toutes, hein, mais voilà, c'était ça. On avait des solutions comme ça, très très simples. Avec une formulation discrète, votre fonction U de x, elle pourrait très bien être comme ça. Elle pourrait très bien faire des trucs comme ça. Hop, d'un seul coup, brisure, et voilà, elle pourrait arriver au même point. Mais vous voyez, avec en étant vraiment très taraudé, très très bizarre, tarabiscoté dans tous les sens, voilà.
Et donc ça, là, avec une fonction classique, par exemple, si vous voulez approcher ça avec une base de Fourier, là, pour le coup, le n, vous allez être obligé de le faire augmenter très sérieusement. C'est-à-dire que si vous n'approchez pas n égale 20 à 30, c'est-à-dire vous mettez 20 ou 30 en fait, fonctions élémentaires dans votre base, vous n'arriverez jamais à approcher une courbe comme ça. Et quelquefois, les courbes là peuvent être encore plus complexes en fait. Donc, avec une approximation en fait par élément fini, c'est-à-dire avec une formulation faible discrétisée, eh bien, on va pouvoir en fait discrétiser cette chose-là par morceaux, par exemple par des petits bouts de droite, et pour trouver la solution sur différents intervalles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. La deuxième chose, et je pense que ça, c'est quand même ce qui a fait la renommée de la méthode des éléments finis, c'est-à-dire la formulation faible discrétisée, eh bien, c'est qu'on a pu donner un cadre complètement homogène. Alors ça, c'est pas tellement les éléments finis, c'est plutôt la formulation faible pour différents types de problèmes en fait. Donc ça, c'est la formulation faible essentiellement qui fait ça. Donc ce que j'appelle différents types de problèmes physiques, c'est la mécanique des solides, c'est la mécanique des fluides, voilà, c'est la thermique, enfin tout ça, c'est le même formalisme. Donc c'est pour ça que pour ceux qui ont déjà fait les TP comme Sol, vous êtes un peu habitué à ça. Effectivement, comme Sol, il sait tout faire, quoi. Vous pouvez faire du fluide, vous pouvez faire du solide, vous pouvez faire de la thermique, et vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'approche couplée, c'est-à-dire tout en même temps. Donc ça, pour lui, ça pose aucun problème. Et le dernier point qui est carrément crucial, et ça, c'est vraiment le fait d'être sur des domaines discrets, eh bien, c'est très simple à programmer. Et donc, il se trouve que des gens comme M. Zienkiewicz, typiquement, qui sont un des pères fondateurs de la méthode des éléments finis, quand lui a commencé à faire des éléments finis, il n'y avait pas d'ordinateur. Et ces publications sont restées, on va dire, dans le noir absolu pendant des années, parce qu'il faisait tous ses calculs à la main, et franchement, tout le monde le prenait pour un fou, parce qu'il disait, mais ça sert strictement à rien, puisque de toute façon, les calculs sont très longs à faire à la main, donc autant directement essayer de trouver d'autres méthodes pour résoudre la formulation forte. Et bien, à peu près une dizaine d'années après avoir mis en place toute la base théorique des éléments finis, on a commencé à avoir les premiers ordinateurs commerciaux un petit peu simples à utiliser. Et donc là, d'un seul coup, ça a été le grand boom, mais vraiment le boom énorme. Et ça, c'est arrivé par exemple à l'INSA dans les années 74-75. Et d'un seul coup, en fait, le seul ordinateur qu'il y avait à l'INSA à l'époque était à l'administration, et il ne servait grosso modo qu'à faire les calculs pour la paye. Voilà, pour la paye des agents, pour la paye des profs, des vacataires. Et d'un seul coup, les techniciens qui utilisaient cet ordinateur ont vu débarquer les enseignants-chercheurs et qui leur ont dit excusez-nous, mais on a besoin d'ordinateurs. Et c'était pour pouvoir en fait faire tourner des codes éléments finis. Donc ça, c'est vraiment le gros événement des éléments finis. C'est ces années-là, effectivement, et ça vient de ça vient de cette simplicité en fait à être programmé pour résoudre n'importe quel type de problème. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut voir derrière, c'est que les approximations qu'on va pouvoir faire avec les fonctions là, en général, ça peut être, donc ce sont ce qu'on appelle des approximations discrètes cette fois-ci. Elles peuvent être linéaires ou quadratiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va parler d'éléments linéaires. C'est ce qu'on appelle en fait les éléments type P1. Donc ça, c'est Lagrange ou P2. Voilà, et ça, c'est des éléments quadratiques. Bon, il pourrait y avoir des ordres plus élevés. Quelquefois, on a besoin d'ordres plus élevés. Quand les équations qu'on veut résoudre ne sont plus simplement avec des dérivées premières, il faut passer à des ordres supérieurs. Mais globalement, avec ces deux types d'éléments, vous savez résoudre quasiment tous les problèmes. Alors, la première étape quand vous voulez donc faire de la formulation faible discrète, alors là on arrive plutôt dans le mode d'emploi en fait de cette formulation forte discrète, il y a une première étape qui s'appelle le maillage. Donc le maillage en fait, eh bien, ça va consister à prendre le domaine oméga
et on va le découper. Donc, c'est oméga découpé. Alors, on va faire, comme d'habitude, un exemple toujours en 1D. Je vais toujours vous faire que des exemples en 1D. En plus, le TD est en 1D, donc du coup, ça ne vaut pas le coup de faire autre chose pour le moment. Donc, je vais faire un petit dessin. Donc, ça, en fait, ça va être mon domaine oméga. Je fais exprès de ne pas mettre en fait des éléments équidistants, des nœuds équidistants. Donc voilà, ça c'est mon domaine. Donc tout ça, en fait, ce que je viens de dessiner, tout ça c'est oméga. Voilà. Alors ce que je vais entourer en rouge ici, c'est ce qu'on va appeler en fait des nœuds. Donc ça c'est des nœuds. Voilà. Et tout ce qui est là, que je vais écrire par exemple en vert, entre les nœuds, je vais avoir ce qu'on appelle des éléments. Alors ici, mon domaine, ici, ça c'est x0, ça c'est x1, x2, x3, x4. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous vous apercevez qu'en fait ici j'ai un 4 là qui est n. Donc ça veut dire que dans ce maillage là, j'ai n éléments. On a toujours n éléments. Et si vous comptez bien, n plus 1 nœud. Voilà, ça c'est à cause des piquets intervalles, hein. On a n plus 1 nœud. Donc dans l'exemple, là, en fait, on a 4 éléments et 5 nœuds. Voilà. Donc, je reconnais ici oméga. Alors, où sont en fait des ronds oméga? En fait, des ronds oméga, il y en a un bout ici, mon bord, et puis bien sûr, il y en a un bout là. Donc, si j'ai des conditions de Dirichlet à appliquer quelque part, ou des conditions de Neumann, elles seront sur les deux nœuds extrémités. C'est normal, puisqu'en fait, ici, je suis en 1D, hein, donc je ne peux pas avoir autre chose que mes nœuds extrémités comme étant des bords de mon domaine. Donc voilà, donc la première étape, ça va consister effectivement à découper, donc à rendre discret, en fait, mon domaine oméga. Alors, on va maintenant s'intéresser dans cette... une fois qu'on a fait cette étape de maillage, en fait, eh bien, la première grosse partie, c'est ce qu'on va appeler, on va chercher à faire une approximation linéaire de notre problème. Alors, je ne le réécris pas, hein. Bon, si je peux le réécrire, le problème, c'est toujours le même, hein. C'est la formulation forte, je ne sais plus comment, non, je l'ai appelé plutôt P, ma fonction inconnue, hein. Voilà. Donc ça, c'est mon problème en solution forte. Je m'excuse un instant, je vais quitter mon pull, je suis en train de bouillir. Voilà, ça y est, ça va un peu mieux. Donc ça, on va déjà commencer par faire cette approximation linéaire ici pour ce qu'on appelle des éléments de type P1. Donc ça, ce sont des éléments de type P1. Donc ça veut simplement dire que les fonctions discrètes par morceau qu'on va utiliser sont simplement des fonctions, c'est des équations de droite en fait, hein. Voilà, et on va chercher à approximer en fait P de x, qui est la vraie solution de mon problème, hein, sur le domaine oméga. Et on va l'approximer par quoi? On va l'approximer par une fonction P de h de x qui n'est pas, dans mon espace vectoriel, mais qui est dans un sous-espace vectoriel qui s'appelle VH. Voilà. Donc P de x appartient, j'ai oublié de le mettre en fait, lui, il appartient à mon espace vectoriel, celui de mes solutions. Et par contre, PH de x, lui, il appartient à VH de x, qui est un sous-espace en fait de V. Donc, alors on reprend l'exemple. Alors, ce qui serait pas mal, tiens, c'est que j'arrête de redessiner sans arrêt les mêmes trucs. Hop là. On va essayer d'utiliser les possibilités de l'iPad. Voilà, ça c'est plutôt sympathique. On va effacer tout ce qui ne sert à rien. Bon, tout ça, vous avez compris que c'était des nœuds. Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Et ça, je peux l'enlever. Voilà, donc je reprends mon domaine discrétisé. Mais par contre, cette fois-ci, je vais faire apparaître ma fonction P. Donc, je vais le mettre plutôt par là.
Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que dans l'axe ici vertical, bah, là je vais afficher P de x. Là. Alors ma vraie fonction P de x, donc la vraie, hein, celle que je devrais trouver normalement, elle fait des trucs comme ça par exemple, voilà, et elle s'arrête bien sûr ici. Hein. Tac, 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 parce qu'elle ne peut pas aller au-delà de mon domaine. Voilà, donc ça, c'est ma vraie fonction P de x. OK? Donc, cette fonction P de x, eh bien, je vais l'approcher, en fait. Je vais la découper ici, toc, 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 en face de chaque nœud, et je vais l'approcher par une courbe qui va ressembler à ça. Donc, linéaire par morceau. Alors, ces valeurs particulières qui sont ici, là, on va leur donner des petits noms. Celle-ci, là, elle va s'appeler pH de x0. Celle-ci, ça va être pH de x1, pardon. Celle-ci, ça va être pH de x2, etc. Vous avez compris le principe. Hein. Ça, c'est pH de x3. Et le dernier, ici, ça va être pH de x4. Vous voyez? Eh bien, ces pH-là, qui sont là, vous voyez qu'ils sont au nombre de 5, puisque ça va de x0 à x4. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les degrés de liberté. Donc ces degrés de liberté, ben, c'est exactement la même chose que les U0, U1, U2 que j'avais dans mes approximations précédentes. Sauf qu'ici, ben, on va faire des approximations directement donc, avec ce qu'on appelle les valeurs au nœud. Voilà. Donc tout ça, ce sont des degrés de liberté. Donc ici, en fait, mon problème, contrairement à tout à l'heure, eh bien ici, le problème il a 5 degrés de liberté. Ou 5 inconnus, hein, ce qui est pareil. Alors déjà, d'un seul coup, on s'aperçoit que, bon, ok, c'est que des approximations linéaires, mais déjà, je vais être beaucoup plus riche que lorsque j'ai résolu mes problèmes, par exemple, sur la base 1x, x carré, puisque là, j'avais que 3 degrés de liberté. Donc là, effectivement, je vais déjà pouvoir résoudre un peu plus de problèmes. Ok, alors, on a dit qu'on allait se... Donc là, on fait un petit peu le problème à l'envers. D'habitude, en MMEF, on vous a donné les fonctions de la base. On vous a dit, bah, montrer que cette base est libre, qu'elle est orthogonale, etc. Bah là, c'est l'inverse. On ne vous les a pas données, d'accord? Mais ce qu'on peut dire, en fait, c'est que les pH de xi sont les composantes, en réalité, de pH de x dans une base. Et cette base, je vais la noter, par exemple, phi i de x. D'accord? Donc, si c'est une base, eh bien, ça veut dire que mon approximation pH de x, ma fonction, là, que j'ai dessinée tout à l'heure, voilà, elle était dessinée en vert hein, sur mon schéma, eh bien, pH de x, ça va être la somme pour i égale 0 à grand N de pH de xi fois phi de xi. Ça, c'est mes degrés de liberté. Et ça, c'est les fonctions de ma base. Bon, pour l'instant, ça ne casse pas quatre pattes à un canard, hein, mais voilà, ça, c'est les fonctions de la base. Il faut bien sûr que cette base soit libre, hein, et tant qu'à faire qu'elle soit orthogonale, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Il faut qu'elle soit libre et orthogonale, et il faut qu'elle puisse engendrer en fait VH. Ok, eh bien, on va chercher ces fonctions-là. Alors, ces fonctions-là,
donc ici, j'en ai combien à représenter? Si vous avez suivi, normalement, j'ai phi0 à phi4, donc j'en ai 5 à représenter. Et donc, eh ben, on va tenter de représenter cette base-là. Alors, on y va. Alors, cette base ne se représente, bien sûr, que sur le domaine complet, c'est-à-dire de x0 à x4. Alors, je vais vous faire un petit dessin pour bien comprendre cette partie-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ici, c'est un petit peu complexe comme dessin, donc j'espère que je ne vais pas être trop brouillon et trop cochon. Je vais peut-être m'aider. Là, on va mettre en fait les fonctions phi là. Donc, on va tracer, par exemple, ici, on va tracer phi0. Là, on va tracer phi1, phi2, phi3 et phi4. Donc, j'ai bien 5 fonctions. Là, je vais tricher un peu, hein, vous ne regardez pas. Hop, vous faites comme si je savais tracer des traits hyper droits avec l'iPad. Et donc là, je vais essayer de faire des traits pas trop marqués. On va faire en blanc, pas trop épais. Donc ça va être la base de ma fonction. Voilà, ça va être la base de ma fonction. Toc. Ok, ça c'est pour tracer phi0. Ça va être pour tracer phi1. Ça va être pour tracer phi2. Voilà, ça va être pour tracer phi3. Tac. Et ça va être pour tracer phi4. Bon, c'est simplement pour histoire que vous voyez toutes les fonctions en même temps, en fait, hein, c'est tout. Hein. Alors, sur cette base-là donc de phi, de phi4, pardon, je vais remettre en fait mes points. Donc là, j'avais x0, là, j'avais x1, par exemple. Là, j'étais un peu plus éloigné, j'avais x2. Ensuite, là, j'étais plus rapproché, j'avais x3. Et là, j'avais x4. Voilà, je vous rappelle donc, ça c'est juste un rappel que ça c'est ce qu'on appelle l'élément 1, ça c'est ce qu'on appelle l'élément 2, qui va donc de x1 à x2, ça c'est l'élément 3, et ça, il me manque un bout là. Ah oui, pardon, ça c'est l'élément 3, et ça, on va enlever ça, et bien ça c'est l'élément 4. Je me disais, il m'en manque un. Ok. Alors, la première fonction, donc phi, qui m'intéresse, cette première fonction phi, je vais la dessiner en bleu. Non, attendez, excusez-moi, je vais déjà faire un autre truc. Je vais faire les lignes de rappel, en fait, pour que tout le monde soit à peu près aligné sur la même chose. Donc là, hop, là, on va les faire un petit peu plus sympathiques. Voilà, tac. Ça, c'est juste pour rappeler où sont les... C'est juste pour rappeler où sont les nœuds, en fait. Hein. Voilà. Bon, au moins, ça vous laisse le temps de bien dessiner aussi. Hein. C'est l'avantage de cette technique. Parce que j'aurais pu aussi en fait, vous donner directement une copie d'écran de ce que j'ai déjà dessiné. Mais je trouve que c'est moins intéressant. Ok. Allez, ça, tu t'en vas, toi. Et donc, on y va. Donc, on va prendre, donc, on va reprendre ce crayon-là pour tracer les fonctions. Et donc, on va tracer la première fonction phi0. Donc, phi0, c'est une fonction qui doit me donner en x0 bah, la valeur px de 0. Et partout ailleurs, en fait, ce px de 0, il faut qu'elle soit linéaire, ok, donc sur tout l'élément, c'est-à-dire sur x0 et x1. Donc, il faut qu'elle démarre à 1, par exemple ici. Oula, attends, ça, pas du tout ça. C'est beaucoup trop fort. Voilà. Donc, il faut qu'elle démarre à 1 et qu'elle arrive ici. Voilà. Donc, le seul truc qui ne se voit pas là, c'est qu'en fait, elle a démarré à 1. Là, c'est la valeur 1. Et ensuite, bien sûr, il faut qu'elle soit nulle sur tout mon domaine. Voilà. Ça, c'est phi0. C'est ma fonction phi0. Il faut qu'elle soit égale à 1 pour la valeur de x0.
Et après, comme elle doit être linéaire, bah, elle va décroître pour atteindre en fait le deuxième nœud. Et au deuxième nœud, il faut qu'elle vaille en fait 0. Donc ici, partout, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais ça, c'est mes lignes de 0. OK. On fait pareil pour phi1. Bah, phi1, c'est parti. On trace phi1. Donc phi1, lui, c'est l'inverse. Il faut qu'il soit égal à 1. Enfin, c'est pas l'inverse, c'est complémentaire. Il faut qu'il soit égal à 1 pour x1 et 0 ailleurs. Mais ensuite, bah, il faut qu'il soit linéaire par morceau. Donc, du coup, il va venir ici. Ensuite, il va aller jusque là pour tomber à 0. Et après, il va être égal à 0. Ça, c'est phi1. Alors, je ne vais pas le remettre à chaque fois, mais vous voyez, à chaque fois, je ne vais pas plus loin que 1 là. Et au minimum, je suis à 0. Ok, bah, je peux faire pareil ensuite pour phi3. Donc phi3, bah, au début, phi2, pardon, il vaut 0. Il va valoir 1 au nœud x2. Hop là, je suis parti de travers. Il va valoir 0 au nœud x3, et après tout le temps 0. Ok, phi3. Bon, je le remets en bleu, hein, c'est pas très grave. Hop, phi3, donc il vaut 0 au début, jusqu'au nœud x2. Et au nœud x2, il va valoir. J'ai été un peu fort là. Excusez-moi. Si je veux faire des dessins à peu près à l'échelle, il faut que j'ai à peu près la même valeur de 1 à chaque fois, donc il faut que j'arrive plutôt ici. Je me suis trompé. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Et pour lui, eh ben, c'est pareil. On va dire que ça c'est la valeur de 1. Et ensuite, il retombe à 0. Et il me manque la dernière. Donc en fait, phi4. Donc phi4, en fait, il est à 0 jusqu'à x3. On recommence jusqu'à x3. Et ensuite, là, il devient égal à 1. Voilà. Donc ça, ce sont mes 5 fonctions qu'on appelle des fonctions de forme ou des fonctions chapeau, en fait. Voilà, donc ça, ce sont les fonctions chapeau. Alors, ces fonctions chapeau, elles ont quand même plusieurs petites particularités. Bon, alors la première, vous l'avez vu, c'est que en fait, les phi i de x, en fait, ben, ils sont discrets, d'accord, ils sont discrétisés, hein, c'est-à-dire que je les définis sur un domaine, puis sur un autre, etc. Et puis, elles sont bien sûr linéaires. Elles sont discrètes et linéaires sur chacun des domaines. Alors, des fois, la linéarité consiste à être nulle partout, mais c'est quand même une fonction linéaire. Donc ça, c'est une première remarque, ça, c'est important. Et la deuxième remarque très importante, si je veux que ça respecte en fait donc la partition de l'unité, ce que je vais vous expliquer après, il faut absolument que mes phi i de xj soient égales en fait à Kronecker, c'est-à-dire delta j. Ça veut dire quoi, hein, grosso modo? Ça veut dire que quand par exemple je suis en train de regarder phi2, bah, phi2 il doit être égal à 1 effectivement quand je suis sur le nœud x2. Et partout ailleurs, en fait, il doit être égal à 0. C'est-à-dire quand je suis sur les autres nœuds, il doit être égal à 0. Ce qui est vrai, hein, par exemple, il est égal à 0 ici, 0 ici, 0 ici. Voilà, donc ça fonctionne. Et enfin, donc, troisième chose très importante, si je veux que ça soit vraiment une base, il faut que sur tout mon domaine, c'est-à-dire si je parcours tous mes nœuds, c'est-à-dire que i varie de 0 à n, ou 4 dans le problème, dans la figure ici, ben la somme des phi i de x, ça doit être égal à 1. Alors, est-ce que c'est vrai? Bah, en fait, il suffit de le vérifier. On peut le vérifier graphiquement. Vous prenez n'importe quel x, prenons celui-là par exemple. Voilà. Là, je suis sur un x quelconque, hein, donné. Eh bien, ici, j'ai cette valeur-là qui va être non nulle, celle-ci qui va être non nulle. Et si vous regardez bien, eh bien, si vous faites la somme de cette valeur-là et la somme de cette valeur-là, vous allez trouver 1. Donc, effectivement, pour un x donné, et ça, c'est tout le temps valable, hein, même si vous mettez là, hein, par exemple, si vous mettez là, bah, là, j'ai 1 ici, puis j'ai 0 partout sur les autres fonctions, ça va bien faire 1. En fait, quel que soit x, élément de mon domaine, eh bien, je vais avoir la somme pour i égale 1 à n de phi de x égale à 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle la partition de l'unité.
Et c'est vraiment la base des fonctions de forme. Vous pouvez faire toutes les fonctions de forme que vous voulez, vous pouvez en inventer plein d'autres. Alors là, ce ne sont que les fonctions de forme dites linéaires, hein, mais vous pourriez inventer des formes quadratiques, ce qu'on va voir plus tard. Vous pourriez inventer des formes encore plus tarabiscotées, mais il faut qu'elles respectent la partition de l'unité, sinon vous ne pourriez pas vous en servir comme une base pour pouvoir engendrer votre espace vectoriel VH. Je m'arrête quelques instants pour savoir si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, prenez la parole ou levez la main, c'est comme vous voulez. Si vous voulez intervenir, vous posez des questions sur des choses qui vous semblent pas claires. Oui, Pour les bases que vous avez introduites avant, c'est avec donc les polynômes et la base de Fourier. oui. Les phi, ils vont correspondre à quoi? Les quoi? J'ai pas compris. Les fonctions phi. Bah là, il n'y en a pas de fonction phi. Attends, pour être sûr que j'ai bien compris, je reviens juste en arrière un petit peu. Oui, Tu parles de ces fonctions-là, c'est ça? oui, c'est ça. C'est par exemple 1x, c'est x au carré, puis enfin, Eh 1 ben, sinus de en pi. fait, en fait, ici, ma base libre, c'est 1x carré. Oui, C'est OK? Eh oui, ben, là, ma base libre, c'est phi 0, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. d'accord. Mais les fonctions phi, c'est des fonctions un peu générales ou enfin, je sais pas comment expliquer, mais est-ce Ouais, que ouais, c'est. c'est des fonctions générales, c'est-à-dire que je vais pouvoir, tout comme j'ai utilisé la base 1x carré pour résoudre mon problème, Mhm, et je pourrais pu résoudre n'importe quel autre problème avec cette base-là, hein, c'est pas un souci. Et ben, cette base ici de fonctions là que je viens de te mettre, c'est une base de mhm, fonctions totalement générale. Alors, elles sont un peu bizarres parce que, tu vois, on en a autant qu'on a de nœuds. Donc, mhm. ça en fait beaucoup. À la fin, tu peux en avoir des. Sur un problème élément fini classique, tu peux en avoir des milliards, en fait, de fonctions phi. Mais en réalité, elles ont toutes la même forme. Elles ont toutes la D'accord, même forme, elles sont juste décalées d'un cran à chaque fois, c'est tout. Mais d'accord. c'est toutes les mêmes, en fait. D'accord, mais mathématiquement, enfin, ça représente une gaussienne Non, c'est non? vraiment ça, mathématiques. En fait, regarde, attends, peut-être que ce qui te choque, bouge pas. J'aurais peut-être dû écrire ça, hein. Ça, c'est phi 0 de x. Donc, c'est ma Mhm. fonction. Ma fonction, c'est une fonction normale, hein. Je veux connaître sa valeur, je me place en un x, je regarde la courbe, pof, j'ai ma fonction. Je sais sa D'accord. valeur, je sais ce que vaut phi 0 de x. Ça, c'est mes fonctions. Tout ça, c'est des fonctions, en fait, hein. Au Mhm. même titre que 1, au même titre que x, au même titre que x carré, ou au même titre que les bases de Fourier. Ce sont des fonctions. Mhm. La seule chose que j'ai faite ici, et ce que je ne fais pas d'habitude, ce qu'on n'a jamais fait en MMEF, c'est que j'ai représenté l'ensemble de mes fonctions, de ma base, sur le même graphe, c'est tout. D'accord. D'accord, Mais merci. sinon, c'est des fonctions. Une autre question? Monsieur, comme Oui. les fonctions phi, elles sont d'ordre 2 ou plus, est-ce que c'est la remarque numéro 3 que leur somme, ça fait toujours 1, c'est tout en vrai? Oui, c'est obligatoire en fait, parce que si vous n'avez pas de partition d'unité, ça veut dire que c'est plus une base. En Mhm. fait, si vous n'avez pas de partition d'unité, vous n'allez pas pouvoir utiliser ça, parce que à ce moment-là, bah, vous n'allez pas pouvoir approcher vos fonctions. Il ne faut pas oublier que ce que vous approchez, c'est pH de x. Donc, vu que vous avez des valeurs de pH de x qui sont les pH de xi en certains points, eh ben, il ne faut pas que, par exemple, ton pH de x1 puisse intervenir dans un autre phi que celui de phi 1. Donc, vous avez forcément la partition d'unité tout le temps. Ok. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc je continue. Alors, je suis désolé, est-ce que vous voulez que j'aille plus vite? Parce que là, je vais vraiment à la vitesse d'une tortue. C'est peut-être moi qui fatigue, donc dites-moi si vous voulez que j'aille plus vite, par oui ou par non. Allez-y, je vous laisse le temps de répondre, s'il vous plaît. Réagissez un peu vite.
J'ai l'impression que c'est un peu mitigé, c'est-à-dire que alors, tout le monde ne répond pas, mais je pense quand même que globalement, il y a un tout petit peu plus de oui. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, on y va. On va maintenant faire des définitions formelles, en fait, pour justement que ça reste pas à l'état de graphique, hein. Donc, on va faire les définitions formelles de phi de x. Alors, mais seulement, je vais les donner qui sont contenues dans un élément. Alors, je vous remonte quand même le graphique pour vous poser une question. Dans un élément, j'ai combien de fonctions phi I de x non nulles? Il y en a une qui prend la parole. Oui, je n'ai pas entendu. Il y a quelqu'un qui a donné la bonne C'est réponse. 2. Oui, bien sûr, il y en a deux. Si je prends chaque élément, 1, 2, 3, 4, en fait, j'ai à chaque fois que deux fonctions phi I de x non nulles. Tout à fait. Donc, du coup, je peux les définir, ces deux fonctions. Donc, chaque élément, en fait, il va héberger deux fonctions phi non nulles. Et donc, la première, alors, je peux les définir de manière formelle, hein, c'est-à-dire phi de x, quel que soit le i, hein, et ça sera toujours égal à xi plus 1 moins x sur xi plus 1 moins xi. Et la deuxième fonction que je vais trouver sur mon élément, ça va être celle du point d'à côté, phi i plus 1 du nœud d'à côté. Et là, ça va être sur cet élément-là, x moins xi sur xi plus 1 moins xi. D'accord? N'oubliez pas que les xi, hein, c'est les nœuds du maillage. Voilà, donc ça, c'est la façon que j'ai de définir de façon formelle, en fait, mes phi. Alors, vous voyez que lorsque le maillage est régulier, eh bien, la distance xi plus 1 moins xi, elles sont toutes différentes en fait, d'un élément à un autre. Donc, elles sont différentes les unes des autres. Et ça, c'est aussi une force, en fait. Contrairement, par exemple, à la méthode des différences finies que vous pouvez voir en analyse numérique pour résoudre des formulations fortes, où on vous impose un maillage régulier, hein, votre domaine doit être maillé de manière régulière, ici, ce n'est pas la peine, en fait. Vous pouvez très bien avoir des éléments qui sont fortes, des nœuds qui sont très éloignés les uns des autres et d'autres très rapprochés. Donc, par exemple, là, on va vouloir beaucoup de précision pour approximer notre courbe P de x. Et bien là, on va pouvoir mettre plus de nœuds pour être beaucoup plus précis, par exemple. Alors, le désavantage, c'est que du coup, toutes les fonctions phi sont différentes les unes des autres, puisque comme elles comprennent en fait des éléments xi plus 1 moins xi qui peuvent être variables d'un élément à l'autre, forcément, ça va être différent pour toutes les autres. Alors, ça entraîne une complexité, donc en fait, on va simplifier les calculs. Alors, on va simplifier les calculs par un changement de variable. Alors, quel va être ce changement de variable? Eh bien, on va se mettre dans un espace où les fonctions phi vont devenir d'autres fonctions qu'on va appeler phi chapeau, et on va être dans un espace x chapeau. Donc ça, c'est un autre espace. Et dans cet espace-là, eh bien, toutes les fonctions phi, chapeau i de x, chapeau, sont identiques. Alors, elles sont identiques, en fait, dans cet espace-là. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, en fait, l'espace de l'élément de référence. C'est un grand mot pour dire simplement qu'on va faire un changement de variable. C'est tout. Hein. Donc ça, c'est l'élément de référence, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on va passer, en fait, ce changement de variable, on va l'appeler par une fonction. Donc, la fonction, on va l'appeler taux. Et on va dire que x, c'est égal à taux de x chapeau. Voilà, ça, c'est simplement notre changement de variable. Alors, je refais le dessin que je vous ai fait tout à l'heure, mais sur un seul élément. Donc, si je le refais sur un seul élément, voilà, j'ai un élément qui est là. Donc là, j'ai xi, là, j'ai xi plus 1. Hop, hop. Et si vous regardez que cet élément-là, eh bien, vous aviez une fonction phi i de x qui faisait comme ça.
Voilà, ça c'était phi i de x. Et elle valait 1 ici, et elle valait 0 ici. Et de l'autre côté se croisait une autre fonction, hein, hop, qui était comme ça. Et ça, c'était phi i plus 1 de x. Et là, c'est pareil, vous avez 1 ici, vous avez 0 ici. Voilà, donc tout ça, je suis donc dans un domaine où mes points sont repérés par une variable x. Voilà, donc alors, je ne faut pas que je me mette particulièrement au milieu, hein, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, en tout point x, bah, je peux avoir une approximation de mon autre fonction. Donc, si je veux passer en fait dans cet autre espace-là, je vais prendre en fait la transformation inverse, donc que j'appelle taux moins 1, qui va me permettre donc de passer dans un autre espace, alors qui ne change en fait que mes variables xi et xi plus 1. Et là, je vais me balader en fait de moins 1 à plus 1. Donc ça, c'est ce qui va être l'intérêt de cette transformation. Je veux me balader de moins 1 à plus 1. Et là, je vais retrouver du coup une fonction de forme sur mon élément qui est analogue à phi i de x, hein, mais sauf qu'elle est dans l'autre espace. Et cette fonction-là, celle-ci, je vais l'appeler phi chapeau de 0 de x. Alors, je n'ai pas besoin de mettre phi i chapeau de x, parce qu'en fait, c'est toujours la même, quel que soit i. C'est ça l'intérêt en fait de la technique. Ensuite, je vais avoir celle-ci. Voilà. Et donc, celle-ci, je vais l'appeler phi chapeau 1 de x. Cette fonction-là, alors bien sûr hein, vous avez aussi ces fonctions, elles valent 1 cette fois-ci quand je suis au bord de mon élément gauche et 1 quand je suis au bord de mon élément droit. Alors c'est pas la même, hein, c'est phi 0 chapeau et phi 1 chapeau. Alors si je veux passer dans l'autre sens, eh bien là je vais utiliser taux de x chapeau qui va me permettre en fait de passer directement de mon élément de référence à mon élément réel. Donc la seule différence entre ces deux éléments, ça c'est ce qu'on appelle l'élément réel. Lui, il est défini sur un intervalle xi plus 1. Et ça, c'est mon élément de référence qui est défini sur un intervalle moins 1, 1. Voilà. Alors, ce mapping pour les éléments, pour ces fonctions qui sont des fonctions linéaires, donc c'est assez simple, hein, c'est en P1. Ce mapping, il s'écrit très très simplement. Alors, on peut le trouver, je ne vais pas vous le faire chercher ici parce que ça prend un petit peu de temps. Mais en fait, ce que j'ai appelé x égale taux chapeau, en fait, si vous regardez bien, c'est égal à xi phi 0 chapeau de x chapeau plus xi plus 1 phi chapeau de 1 de x chapeau. Et donc, ça, c'est égal à xi, facteur de 1 moins x chapeau sur 2, plus xi plus 1, facteur de 1 plus x chapeau sur 2. Ça, eh bien, par analogie avec ce qu'il y a au-dessus, c'est la définition de phi chapeau de x, phi 0 de chapeau de x chapeau. Et ça, par analogie avec ce qui est juste au-dessus, c'est la définition de phi 0, phi 1, pardon, chapeau de x chapeau. Donc ça, ce sont les fonctions de forme de mon élément de référence. Alors, ce qu'on appelle le mapping inverse, c'est le fait de trouver taux moins 1, en fait, hein, mapping inverse. Alors, on en a besoin que dans un certain cas, en fait, la plupart du temps, en fait, on a besoin du mapping, et le mapping inverse, on en a besoin que quand on va faire des intégrales sur notre domaine. Donc, le mapping inverse, en fait, il s'écrit comme ça, c'est x chapeau égale taux moins 1 de x, c'est égal à quoi? À moins 1. Alors, moins 1, c'est quoi, en fait? Ça, c'est ni plus ni moins que, ça, c'est mon x chapeau qui est égal à moins 1. Dans ce domaine-là, en fait, il peut valoir que moins 1 ou que 1 aux extrémités de mon élément. Facteur de xi plus 1 moins x sur xi plus 1 moins xi plus, plus 1, ça correspond donc à mon x chapeau égale 1, facteur de x moins xi sur xi plus 1 moins xi. Et là, vous reconnaissez en fait, ici, ça, c'était ce que j'avais défini comme étant phi i
de x. Et ça, sur mon élément, c'est ni plus ni moins que phi I plus 1 de x. Voilà. Alors, si vous faites les calculs, parce que là, le calcul n'est pas développé, vous allez trouver que taux moins 1, ça fait 1 sur xi plus 1 moins xi, facteur de 2x moins xi plus 1. Alors, juste une petite remarque, étant donné que vous devez tout le temps pouvoir avoir taux donc, pour passer de l'un à l'autre, donc il faut qu'il y ait bijection entre les deux espaces, vous ne pouvez pas avoir deux nœuds confondus. C'est impossible, hein. Sinon vous auriez un élément de longueur nulle, et là, du coup, ce terme-là ferait que ça sauterait, quoi. Il y aurait un gros problème numérique et vous ne pourriez plus faire vos calculs. Voilà. Donc, grâce à ce changement de variable, en fait, les calculs sur chaque élément vont être facilités. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on reprend la fonction pH de x, imaginez en fait ma fameuse fonction interpolée, approximée, pardon, pH de x, qui est l'approximation en fait de ma fonction p. Eh bien, pH de x en fait sur l'intervalle, donc sur l'intervalle xi plus 1, eh bien, on va pouvoir l'écrire pH de x est égal à, ça on sait déjà, hein, c'est pH de xi, c'est-à-dire les valeurs de pH au nœud xi, fois phi I de x plus pH de xi plus 1 fois phi I plus 1 de x. Donc ça, jusque-là, tout va bien. En général, ce truc-là, on l'écrit sur l'élément sous cette forme-là. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. On écrit en fait avec un indice, ça évite d'écrire plusieurs fois la même chose. Donc on fait un indice qui varie de 0 à 1, donc ça c'est alpha. Et on écrit en fait, en résumé, pH de xi plus alpha, voilà, facteur de phi I plus alpha. Donc effectivement, hein, si vous développez, vous allez bien retrouver ce qu'il y a au-dessus, en fait, hein. D'accord? Alors, maintenant, on va utiliser l'élément de référence. On a x qui est égal à taux de x chapeau. Donc, du coup, eh bien, ça va vous donner des relations assez intéressantes. Par exemple, vous allez pouvoir, alors ça, il faut le montrer, hein, que phi de taux de x chapeau, en fait, ça, c'est exactement la même chose que phi chapeau de 0 de x chapeau. Donc, cette relation-là, je mets un petit astérix là, parce que celle-là, il faut que vous la démontriez si vous voulez vraiment bien comprendre ce que je raconte, hein. Et donc, ça, ensuite, vous pouvez dire la même chose pour phi de plus 1, phi plus 1 de taux de x chapeau. Alors, n'oubliez pas, ça, en fait, c'est x, hein, c'est la même chose que x, hein. Eh bien, ça, c'est égal à phi chapeau 1 de x chapeau. Alors, je vous dis, vous devez démontrer, mais pour les gens qui sont un peu feignants comme moi, vous n'avez pas vraiment besoin de le démontrer parce que ça se voit directement sur le graphique, hein. Bah oui, vous voyez, là, à l'extrémité droite, phi 1 de... Alors là, il y a une petite erreur, c'est pas des... Tiens, ça me fait penser là qu'il y a une erreur, effectivement. Ça, c'est des x chapeaux, là, bien sûr, hein. Mais je pense que vous aviez corrigé vous-même, hein. Voilà. Et ça, effectivement, j'ai oublié de le remettre, sinon je n'aurais pas fait la boulette. Là, en fait, je repère tous mes points avec x chapeau qui varie de -1 à 1. Donc, effectivement, donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que phi 1 chapeau, ça vaut 1 à l'extrémité droite, et c'est la même chose pour phi I plus 1 pour x égale 1, xi plus 1 à l'extrémité droite de l'élément réel, et c'est pareil pour phi 0. Donc, en fait, ça, graphiquement, vous pouvez voir que c'est vrai. OK. Donc du coup, si je reprends mon expression qui était juste au-dessus, donc celle-ci, eh bien celle-ci va pouvoir s'écrire maintenant. pH de x, c'est égal à pH de xi fois phi 0 de x chapeau plus pH de xi plus 1 fois phi chapeau de 1 de x chapeau. Alors ça, pareil, hein, ça se résume en général en alpha égale 0 à 1 de pH de xi plus alpha
phi chapeau de alpha, de x chapeau. Donc, du coup, eh bien, effectivement, imaginez que vous souhaitiez tracer la fonction, eh bien, vous allez faire varier en fait le x chapeau de -1 à 1, et hop, automatiquement, en ayant les valeurs au nœud de pH, qu'on appelle donc pH de xi, faites attention, hein, ça, ce n'est pas une fonction, hein, au sens où on l'entend, hein, ça, c'est un nombre en fait, hein, parce que c'est la valeur de fonction au nœud xi plus alpha. Donc, ce n'est pas la fonction. Ça, c'est une fonction par contre. Mais pH de xi plus alpha, n'oubliez pas ce que c'est, hein, c'est la valeur au nœud. Vous regardez de nouveau le schéma si vous voulez vous en convaincre. Hein. Donc ça va être très pratique en fait pour pouvoir faire des calculs beaucoup plus simples. Parce que du coup, eh bien, les fonctions de forme ici qu'on va utiliser, ça va être phi chapeau 0 et phi chapeau 1, qui sont tout le temps les mêmes, quel que soit en fait l'élément sur lequel on se trouve. Donc ça va participer à la facilité d'automatisation des calculs. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? Par exemple, quand on va vouloir dériver, on y va. On va essayer de voir ce qui se passe, dérivation de pH de x. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait d rond pH de x sur d rond x. En fait, c'est d rond pH de x sur d rond x chapeau par dx chapeau sur dx. Et donc ça, si vous écrivez, c'est la somme de alpha égale 0 à 1 de pH de xi plus alpha fois la dérivée de phi chapeau de x chapeau par rapport à x chapeau fois d de x sur d de x chapeau moins 1. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Ça, c'est ni plus ni moins que la dérivée de ma fonction taux par rapport à x chapeau. Moins 1. Et ce truc-là, si vous regardez bien donc la fonction taux que j'ai donnée tout à l'heure, en fait, c'est comme si vous dériviez taux moins 1, ça revient au même. Et bien, ça va vous donner 2 sur xi plus 1 moins xi. Voilà. Donc ça, et du coup, ça va permettre de calculer des dérivées. Il y a un truc qui est très intéressant aussi, si on souhaite, par exemple, intégrer une quantité, une fonction même, allez, une fonction qu'on va appeler f de x, sur un élément. Alors, si vous avez bien retenu mes notations, le numéro de l'élément, ce n'est pas i, du coup, c'est i plus 1. Oui, l'élément en fait qui est entre le nœud x0 et x1, eh bien, c'est l'élément numéro 1. C'est pour ça que j'aurai ici le tour de passe-passe à avoir n éléments, voilà, et donc n plus un nœud, mais par contre, ma définition en fait ne va jamais plus loin que n. C'est-à-dire que j'ai au maximum xn en dernier nœud, et par contre, j'ai bien 5 éléments parce que je commence à x0. J'ai bien 5 nœuds parce que je commence à x0. Par contre, je n'ai que 4 éléments. Voilà, donc l'élément, en fait, il s'appelle i plus 1 tout le temps. Donc, si je veux intégrer donc, cette fameuse fonction f donc, sur mon élément, je vais écrire que c'est l'intégrale de xi à xi plus 1 de f de x dx. Et si je fais ça avec mes fonctions chapeau, du coup, ça va être beaucoup plus sympathique parce que déjà, je vais toujours avoir le même domaine qui va de moins 1 à plus 1. De f de taux de x chapeau, celui-là, voilà, il faut que je le calcule en fonction de x chapeau. Ensuite, la dérivée, bien sûr, de cette fois-ci d de x sur d de x chapeau fois d de x chapeau. En fait, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Ça, c'est ni plus ni moins que mon dx, hein, tout simplement. Et donc ça, c'est mon d taux de x chapeau sur dx chapeau. Tout à l'heure, c'était l'inverse de ce truc-là. Voilà, donc si je veux faire le calcul, ce truc-là, il vaut toujours la même valeur pour les éléments P1. Il vaut xi plus 1 moins xi sur 2. Donc voilà, ça c'est ce qui va se passer. Donc au fait, ça vous connaissez déjà, hein, bien sûr, encore une fois, c'est un changement de variable tout simplement. Hein. Donc le fait de passer sur un élément de référence, c'est juste faire un changement de variable pour que tous les calculs soient identiques et beaucoup plus simples à programmer.
Alors, n'oubliez pas en fait ce que vaut taux de x, hein, bien sûr. Et ensuite, ça c'est bien, mais ce qu'il faut voir ensuite, c'est quelque chose de plus important, parce que c'est bien gentil d'intégrer sur un seul élément, mais quand on va avoir à utiliser la formulation faible, en fait, on veut intégrer sur tout le domaine. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse. On veut intégrer sur tout le domaine oméga. Alors, ça veut dire qu'on veut intégrer de 0 à xn. Donc là, ça change un petit peu la donne, parce que effectivement, en fait, si on veut faire ça, il va falloir balayer tous les éléments. Donc, en fait, si on veut faire ça, on peut sommer les intégrales faites sur tous les éléments. Donc, ça va être très pratique, ça, pour la forme faible. Alors, dit en langage mathématique, ça veut dire que l'intégrale de x0 à xn de ma quantité que je veux intégrer, que j'ai appelée grand F de x, dx, eh bien, ça va être la somme. Alors, attention, là, il faut faire attention. Ça va être la somme de i égale 0 à n moins 1, parce que là, je suis en train de sommer sur les éléments. Alors, je fais une boucle sur les éléments i plus 1. Hein. Donc, par exemple, là, quand i égale 0, ça veut dire que je suis sur l'élément 1. Quand i va être égal à n moins 1, ça veut dire que je serai sur l'élément n. Donc, ça va être l'intégrale de quoi? De chaque intégrale de xi à xi plus 1 sur mon élément de f de x dx. Et donc ça, eh bien, c'est la somme de i égale 0 à n moins 1, boucle sur les éléments, de l'intégrale de moins 1 à plus 1 de f de taux chapeau multiplié par d taux sur dx chapeau, c'est-à-dire xi plus 1 moins x sur 2 dx chapeau. Voilà comment en fait on va faire toutes nos intégrales effectivement dont on aura besoin avec ces éléments. Voilà. Alors là, on a un gros pas qui a été franchi parce que là on a défini une boîte à outils, hein, d'accord. Et maintenant en fait avec cette boîte à outils, eh bien on va pouvoir traduire la formulation faible discrète en un programme. Donc quelque chose de programmable, de façon à ce que ça puisse s'exécuter sur un ordinateur. Alors, à partir de là, on va alléger un petit peu les écritures. À partir de maintenant, en fait, on va appeler PI, en fait, la valeur PH de XI. Ça, ce sont ce qu'on appelle nos degrés de liberté au nœud I. Eh bien, on va les appeler PI. Hein. Ça, je vous rappelle, c'est les degrés de liberté au nœud I. Alors, il y a plein de nœuds I. Hein. Voilà. Donc, au nœud I. Et bon, je ne vous remets pas toute la définition, hein, mais du coup, pris comme ça, notre fonction en fait pH de x, elle va être beaucoup plus simple. Hein, sur un élément, elle va s'écrire simplement comme ça. Elle va s'écrire comme ça, PI plus 1, phi à alpha de x chapeau. Et là, on a bien sûr x chapeau quand on est sur l'élément de référence, hein, qui vaut toujours moins 1 à 1. Ok. Bien sûr, on a toujours aussi pH, hein, ça je vous n'oubliez pas, hein, ça c'est quand même quelque chose de très important aussi. Si on est sur tous les nœuds en fait, ça c'était que pour l'élément, hein, un élément. Et ça par contre, ce que je vais écrire cette fois-ci, c'est sur tout le domaine, sur oméga, pH de x sur tout le domaine, c'est la somme des i égale à 0 à n des, du coup, pi plus alpha, phi de i plus alpha de x. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour tout le domaine, c'est-à-dire, vous allez donc pouvoir écrire ça directement. Excusez-moi, je me suis trompé. J'ai fait une grosse boulette là. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, hop là, j'ai été un petit peu trop loin. Ça, c'est ce qu'on a sur tout le domaine.
C'est la définition qu'on avait tout au début, hein, si ce n'est que pays n'était pas écrit comme ça. Ok, donc du coup, eh bien, maintenant qu'on en a, eh bien, on va traduire notre formulation faible avec toute cette boîte à outils. Donc juste un petit rappel, hein, notre formulation faible, c'est trouver pH élément de KH tel que A de pH VH égale à L de VH, quel que soit VH élément de V0H. Alors, on y va. C'est parti. Donc, ça va nous donner A de somme de I égale 0 à N de PI phi I de X par somme de J égale 0 à N. Je ne prends pas le même indice, hein, bien sûr, pour ma fonction, ma forme bilinéaire, fois phi J de X doit être égal à L de somme de J égale 0 à N, c'est le même, VJ phi J de X. Voilà, ça c'est ma forme faible. Alors, si je reprends comment dire, les conventions que vous avez eues, par exemple en mécanique des solides, ou même en MMEF lorsqu'on a fait de l'algèbre tensorielle, si vous enlevez en fait tous les signes sommes, alors, non, j'ai quand même un truc à faire avant. Je vais quand même les réécrire tous avec les signes sommes, mais simplement pour vous montrer que ça, c'est le fait que la forme soit une forme bilinéaire. J'ai oublié de faire cette étape-là, elle est vraiment importante. Bien, vous voyez ici les PI, là, tout ça, là. Ça, c'est des scalaires, là, tout ça. Tout ça, c'est des scalaires. Donc, vu que ce sont des formes, en fait, bilinéaires, je peux sortir, en fait, les PI. Alors, je ne peux pas les sortir des signes sommes, bien sûr, ça, je n'ai pas le droit. Par contre, je peux écrire ça, du coup. Voilà. Donc, je peux écrire tout à fait ça. À condition, bien sûr, de bien mettre au bon endroit donc mes composantes de mes fonctions. Donc là, je sors le VJ, voilà, de L de phi J de X. Donc voilà, en fait, l'idée ici, c'est qu'effectivement, comme on n'a que des formes linéaires, on peut sortir en fait les composantes qui sont en fait des scalaires. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Alors du coup, c'est là où je voulais en venir. Si j'utilise la convention d'Einstein et que je simplifie un tout petit peu mes écritures en écrivant que ça, c'est AIJ, eh bien, je vais obtenir, en fait, c'est exactement ce que vous avez déjà vu en mécanique des solides, ça va être PI AIJ VJ égale VJ LJ. Voilà. Puisqu'en fait, L, c'est une forme linéaire, donc c'est pareil, en fait, je peux la décomposer sur mon espace, donc LJ. Ça, c'est strictement équivalent à ce que vous avez vu sous forme intrinsèque. On avait écrit, ça c'est P, un tenseur d'ordre 1, scalaire, un tenseur d'ordre 2, scalaire, un tenseur d'ordre 1, qui est égal à V, L. Voilà, ça c'était strictement équivalent. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a défini aussi ce que c'était que la transposée en fait d'une forme bilinéaire. Alors en mécanique des solides, on appelle ça un tenseur d'ordre 2, hein, en algèbre tensorielle aussi. Et en fait, la transposée, c'est que quel que soit en fait deux tenseurs d'ordre 1, c'est que x scalaire a scalaire y doit être égal forcément à y scalaire transposé de a fois x. Ok? Donc ça, c'est la définition d'une transposée. Donc du coup, en fait, la relation que j'ai là, je peux la transformer en V, V transposé de A fois P égale V scalaire L. N'oubliez pas que c'est la formulation faible, donc ce truc-là, c'est quel que soit V. Quel que soit V. Donc du coup, si c'est quel que soit V, oulala, excusez-moi, j'ai eu un petit problème, un petit accro. Hop là. Si c'est quel que soit V, et ben du coup, je peux en fait directement enlever le V. Donc en fait, ce 3 là, c'est totalement équivalent à transposer de A P égale L. Alors ça,
c'est vraiment fabuleux parce que ça veut dire que globalement, ce que j'ai à faire maintenant pour résoudre mon problème, ma forme faible discrète, c'est résoudre un problème linéaire tout bête. Alors, je vous l'écris en composante, hein, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, parce que si on veut programmer, on est obligé de tout écrire en composante. Hein, on ne peut absolument pas se contenter des formes intrinsèques, comme ce que je vous ai montré maintenant. Donc, on a à ce moment-là en composante. Alors, ça va se traduire en fait pour j égale 0 à n. Eh bien, on va avoir somme des i égale 0 à n de a de phi j de x phi i de x. Alors pourquoi je suis en train d'écrire à l'envers? C'est parce que là c'est la transposée de A, ça. Hein. C'est pas A, c'est la transposée en fait de la forme bilinéaire. Voilà, tout simplement. Et donc là, ça va être multiplié par P, c'est-à-dire PI. Et donc ça va être égal à L de phi J de X. Waouh, donc ça, c'est vraiment un truc intéressant. Et donc ça, c'est un système linéaire donc à n plus 1 équation et n plus 1 inconnu. Ça, c'est les PI, il y en a n plus 1 puisqu'on va de P0 à Pn. Donc on va résoudre en fait. Et donc si on résout le système, on trouve PI qui sont nos inconnus. Donc du coup, c'est fini en fait, on a résolu notre problème. Alors, sauf que ça, c'est pas terrible, donc on va faire des petites conventions de nommage. Donc, la matrice en fait des composantes de A, donc tout ce qui est A comme ça, là, on va la nommer, cette grosse matrice, là, on va la nommer R comme rigidité. Et tant qu'à faire, on va inverser les indices I et J. Donc, on va dire que R et J, en fait, c'est A de phi J de X, phi I de X. Vous voyez, on inverse en fait les indices I et J. Comme c'est des indices muets, ce n'est pas très grave. Hein. Donc ensuite, le vecteur des composantes inconnues. Donc le vecteur des inconnus, c'est donc une matrice monocolonne, hein, bien sûr. Et donc ce vecteur-là, on va l'appeler P, dans le cas présent. Et comme en fait, on a inversé le I et le J, on ne va pas pouvoir, donc ces composantes, on ne va pas les appeler PI, mais on va les appeler du coup PJ. Voilà. Et troisièmement, le vecteur des valeurs connues, donc c'est-à-dire le second membre, hein, donc on appelle L, lui il va s'appeler donc grand L comme ça. Et de la même façon, ces composantes, ça ne va plus être LJ, mais ça va être du coup LI. Voilà, donc tout ça, du coup, le système complet, il va donner R, P égale L. Donc, grosso modo, vous calculez R-1 et puis vous obtenez en fait P. Et vous avez résolu votre problème. Facile. Alors, facile, mais maintenant, il faut calculer plein d'autres trucs. Si ça ne vous ennuie pas, je sais que c'est de ma faute, hein, je sais que je vous ai fait arriver en retard parce que je pensais que vous saviez que l'adresse était toujours la même. Je sais que c'est de ma faute. Encore une fois, s'il y en a qui veulent partir dès maintenant, ils peuvent, parce que normalement, le cours est fini à 6h moins 10. Mais encore une fois, ce TD, vous allez le retrouver sur YouTube. Et s'il y a des gens qui veulent rester, je continue encore un petit peu parce que j'ai vraiment pris beaucoup de retard par rapport à mon démarrage. Voilà. Mais encore une fois, hein, ceux qui veulent partir se sentent libres de partir quand ils veulent. Hein. Et puis quand j'aurai plus personne, j'arrêterai de parler en fait. Ok. Donc, on y va. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que de la technique, c'est ce que j'appelle du cambouis, hein, c'est les techniques de calcul de la grosse matrice de rigidité R. Donc, R, comme je vous l'ai dit, c'est une matrice en fait de dimension n plus 1 fois n plus 1. Et n, donc plus 1, c'est le nombre de nœuds. Et donc, si je la détaille, hein, alors je ne vais pas tout écrire, hein, parce que bien sûr, même pour le problème qui est là, ça fait quand même pas mal de choses à écrire. Grosso modo, c'est A de phi 0, ça c'est le premier terme. Ça c'est A de phi 1, phi 0.
Ça, c'est bon. Après, hop, 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 vous allez jusqu'à A de phi n phi 0. Voilà. La deuxième ligne, là, c'est A de phi 0, phi 1. A de phi 1, phi 1, pop, 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 et puis vous allez jusqu'à A de phi n, phi 1. Et puis là, bon, je saute toutes les étapes, et là, à la fin, vous avez A de phi 0, phi n, tac, 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 et vous allez jusqu'à la fin à A de phi n, phi n. Voilà, donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la matrice de rigidité globale. Voilà, R, c'est la matrice de rigidité globale. Alors, on pourrait faire un truc totalement inapproprié. On pourrait dire, bah, ce serait une méthode de calcul. On pourrait dire, méthode 1, on calcule terme à terme, en fait, tous les termes. On calcule tous les termes. Alors, c'est pas bon de faire ça. Pourquoi? Bah, parce que d'abord, il y a énormément de termes qui sont nuls. Par exemple, A de phi 2, phi 0. Et bah, typiquement, phi 0, il est nul. Donc, du coup, bah, on ne va rien voir en fait sur ce terme-là. Il va être nul. Donc, du coup, on a énormément de termes nuls. Et finalement, notre matrice, elle est quasiment. Il y a des termes que sur sa diagonale. Presque que sur sa diagonale avec une certaine largeur. Mais tout le reste, en fait, ce sont des termes nuls. Alors, en plus de ça, il y a un gros problème, c'est que quand vous allez calculer, par exemple, A de phi 0, phi 0, eh bien, en fait, vous allez faire une intégrale de x0 à x1, par exemple, de quelque chose que vous devez intégrer. Je remets les indices 1 et 0 ici, dx. Bon, ok, pourquoi pas. Si vous faites le calcul de A de phi 1, phi 0, eh bien, c'est pareil, vous allez faire en fait là où les deux fonctions sont non nulles, c'est entre x0 et x1. Donc vous allez intégrer sur le même intervalle. Ça encore, c'est plutôt bien. Par contre, imaginez que vous vouliez calculer A de phi 1, phi 1. Si vous regardez la fonction phi 1, eh bien en fait, elle vaut 0, elle est différente pardon, de 0, mais pas sur un intervalle simple, elle vaut 0 sur un intervalle double. Elle vaut 0 de x0 à x2. Donc là, cette fois-ci, vous allez être obligé de changer l'intervalle. Donc là, en fait, le domaine, il est double. Donc ça, à automatiser, c'est un peu le bazar. Donc du coup, cette méthode-là, en fait, ne pas utiliser. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire ça, parce que déjà, on ne va pas faire des calculs alors qu'on sait parfaitement qu'on va trouver 0 sur la plupart des termes, et on va calculer que les termes non nuls, et tant qu'à faire, effectivement, on va essayer d'avoir tout le temps le même domaine. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va calculer, donc c'est la méthode 2, donc celle-là elle est correcte par contre, eh bien on va calculer des matrices de Raeder élément par élément. Donc on calcule des matrices de Raeder, des morceaux de la matrice de Raeder globale, des matrices de Raeder élément par élément. Et donc du coup, on va ensuite sommer ces matrices les unes avec les autres pour obtenir la matrice de Raeder globale. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que RIJ, normalement RIJ, chaque terme RIJ de la matrice RIJ, c'est l'intégrale de x0 à xn d'une quantité qui dépend de votre formulation faible, qui dépend de i et de j, dx. Et donc ça, on va le remplacer par l'intégrale, la somme de i égale 0 à n moins 1. Donc ça, je suis en train de faire une boucle cette fois-ci sur les éléments de xi à xi plus 1 de la même quantité intégrée. Donc on va faire le remplacement, et ça, en fait, ce truc-là, cette quantité-là, ça, c'est ce qu'on appelle en fait la matrice de Raeder élémentaire
de l'élément I plus 1. Pardon. Voilà, ça, c'est la matrice élémentaire de l'élément. Alors, on va la noter d'une façon particulière. On va la noter RIJ. Et en haut, on va mettre I plus 1 pour rappeler que c'est l'élément I plus 1. Voilà. Donc ça va être l'intégrale de XI à XI plus 1, IJ, dx. Et bien sûr, du coup, avec ces notations-là, RIJ, la matrice globale, c'est la somme sur les éléments de I égale 1 et 0 à n moins 1 des RIJ, I plus 1. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle en fait l'assemblage des matrices de raideur élémentaires. Ok. Alors pour l'instant, il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est la prise en compte en fait des conditions limites. Donc les conditions limites, je vous les montrerai sur le problème lui-même, donc sur des exemples en fait. Alors on est presque arrivé au bout de ma partie, on va dire, introductive, parce que pour l'instant, je n'ai encore pas démarré le TD. Maintenant, on peut calculer, c'est ça qui va nous intéresser, on peut calculer les RIJ, c'est-à-dire les matrices de raideur élémentaires, avec l'élément de référence. Et là, ça va commencer à être très très intéressant. Donc si on veut faire ce calcul sur l'élément de référence, ça veut dire qu'on va avoir toujours R de I plus 1, donc ça c'est la matrice élémentaire, mais cette fois-ci, on va se déplacer en fait de alpha, bêta, qui vont valoir en fait, qui vont varier en fait de 0 à 1. Donc c'est quoi ce truc-là? C'est la matrice élémentaire, donc c'est une intégrale de xi à xi plus 1, donc ça c'est sa définition. Mais cette fois-ci, la quantité qu'on va intégrer, ça va varier de I plus alpha à J plus bêta. C'est pour ça qu'on a deux indices, parce qu'il faut sommer à la fois sur alpha et à la fois sur bêta, parce qu'on a I et J, dx. Et là, donc si vous regardez bien, eh bien, cette fois-ci, si je le transforme en fonction chapeau, ça va me faire l'intégrale de moins 1 à 1 de ma quantité. Du coup, là, j'ai plus besoin de spécifier de I ou de J, puisqu'en fait, ce sont mes fonctions chapeau. Donc, c'est-à-dire que là-dedans, en fait, ce qui va intervenir, c'est phi chapeau de alpha et phi chapeau de bêta. Et n'oubliez pas, donc alpha, bêta, ils peuvent varier, ils sont inclus, ils ne peuvent prendre que les valeurs 0 et 1. Donc en fait, j'aurai que du phi 0 et de phi 1 en fait, à l'intérieur de ce calcul-là. Donc c'est le petit alpha, bêta en indice répète ça. Et comme je suis en train de faire une intégrale, bien sûr, là j'ai d2x sur d2x chapeau, ça c'est obligatoire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand je vous ai montré la relation d'intégration. Voilà. Et maintenant, eh bien, j'ai trouvé la technique pour calculer directement mes matrices de raideur élémentaires. Alors, je vous propose maintenant de terminer simplement par voir ce que ça fait en concret, maintenant. Donc, parce que sinon, c'est un petit peu abstrait, on va dire comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va terminer là-dessus. Je vais vous montrer, en fait, la construction de RIJ. Donc, pour pouvoir vous montrer cette construction, je vais faire une grosse matrice assez grande pour que je puisse vraiment écrire. Donc ici, en fait, j'ai le nœud 0, là j'ai le nœud 1, là j'ai le nœud 2, le nœud 3 et le nœud 4. Donc, si je reprends mes dénominations, ça veut dire que là, en fait, je suis avec l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3 et l'élément 4, qui sont entre le nœud 2 et 3, etc. Donc ça, en fait, ça c'est mon indice J dans le RJ, c'est-à-dire c'est mon numéro de colonne. Mon indice I, il est là, et là c'est pareil, je répète tous mes nœuds. 0, 1,
2, 3, 4. OK. Donc maintenant que j'ai écrit ça, eh bien, où se trouvent en fait les éléments que j'ai calculés juste avant? Eh bien, par exemple, ici, vous allez trouver le terme de la matrice élémentaire R1. Alors, pourquoi 1? Parce que c'est égal à 1 plus 0. Je suis sur I égale 0, donc ça veut dire qu'en fait, c'est l'élément I plus 1, donc R1. 2, 0, 0, ça c'est mon alpha et mon bêta qui valent 0, 0. Ici, sur ce terme-là, j'ai R de 1, 0, 1. Ici, j'ai le terme R0, 1. Je suis toujours dans le matrice élémentaire de 1. Et ici, j'ai R1, 1. Voilà, ça, c'est mon premier élément. Donc, si je veux remettre un code couleur, ça, c'est l'élément 1. Donc, ma matrice élémentaire que j'ai calculée juste au-dessus, là, voilà, pour l'élément 1, je trouve 4 termes. Pourquoi j'ai 4 termes? Parce que j'ai alpha, bêta qui varie à 0 et 1, donc ça fait 4 possibilités, donc j'ai 4 termes. Après, il y a des formes bilinéaires où en fait ça peut être la même valeur si en fait la forme bilinéaire est symétrique. Je ne vais pas écrire ça là, c'est un peu dégoûtant, hein. Mais ça, vous vous rendez compte assez bien que si A est symétrique, ces deux termes-là vont être égaux à la même valeur. Et maintenant, je vais placer en fait la matrice élémentaire que j'ai calculée pour l'élément, cette fois-ci, numéro 2. Donc l'élément numéro 2, il se trouve qu'il a un nœud commun avec l'élément 1, c'est le nœud 1. Donc, eh bien, sur cet élément 2, que je vais tracer par exemple en rouge, ici, eh bien, là, je vais avoir plus R0, 0 de l'élément 2. Ici, pour le nœud 2, là, il est tout seul, donc c'est R de 1, 0 de l'élément 2. Ça, ici, pour 2, 1, c'est R de l'élément 2, 0, 1. Alors, pourquoi est-ce que j'inverse les I et les J? C'est normal, c'est parce que c'est R et J. En fait, c'est pour vous montrer qu'on est sur toujours la forme binaire A. Là, j'ai R1 pour mon dernier terme. En fait, c'est le terme 2, 2. J'ai R1 de l'élément 2. Et c'est terminé. Voilà, ça c'est ma matrice élémentaire de l'élément 2. Ok, je vais terminer donc avec les deux éléments qui suivent. Donc ici, je vais rajouter R0, 0, 2, 3. Là, je vais rajouter au nœud 3 R1, 0 de l'élément 3. Donc, je me trouve maintenant ici R0, 1, 2, 3. Et mon dernier élément de cette matrice élémentaire, c'est R1, 1, 2, 3. Alors, vous voyez qu'en réalité, je suis en train de faire tout le temps la même chose. Et c'est ça qui va faire que c'est programmable. C'est parce qu'on fait tout le temps la même chose. Et enfin, dernière matrice élémentaire en bleu de mon élément 4. Eh bien, là, je vais rajouter R0, 0, 4, R1, 0, 4, R0, 1, 4, et là, R1, 1, 4. Tous les autres termes de ma matrice globale de rigidité, bien sûr, sont nuls. Donc en général, informatiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une matrice nulle et on remplit finalement que les termes non nuls. Voilà, je viens en fait d'assembler toutes les matrices élémentaires de chaque élément pour obtenir la matrice globale de rigidité de mon problème. La suite au prochain épisode. Donc tout ça, ce n'était qu'un préambule, une introduction. En fait, grosso modo, c'est ce que vous auriez dû voir en cours, hein. C'est un préambule pour l'exercice qu'on résoudra la prochaine fois ensemble. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.